Perdu du temps de la Restauration, d'après Balzac, ce sont c'était deux triomphes au cinéma. Eh bien, vous entrez avec ce nouveau film, Les rayons et les ombres, qui est une fresque historique, intime et éminemment romanesque, il faut le dire tout de suite à nos auditeurs. Eh bien, vous entrez dans une période sombre de l'histoire, celle de l'occupation et de la collaboration. Et ce film, Xavier Giannoli, s'inspire d'une histoire vraie. Oui, c'est l'histoire je suis rentré dans l'histoire par le portrait d'une jeune actrice qui s'appelait Corinne Lucher, qui a été totalement oubliée, on dirait aujourd'hui cancellée. Elle était la jeune star du cinéma des années 30 et elle était la fille d'un homme qui s'appelait Jean Lucher, qui est devenu le patron de la presse pendant la collaboration, et son ami s'appelait Otto Abetz et il était l'ambassadeur du Reich à Paris. Et tous les deux étaient des hommes qui venaient de la gauche pacifiste, humaniste, proche de la LICA, de la Ligue contre l'antisémitisme. C'était des hommes de valeur et qui, à travers les années 30, vont être amenés à renier leurs valeurs pour finir par pactiser avec les idées les pires. Oui, c'est ces deux amis, Otto et Jean, qui vont jouer peu à peu un rôle majeur de collaborateurs. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus. L'Allemagne veut la paix. Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? Tout ça, c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir. J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Moi, je savais pas. Est-ce que tu as recherché à savoir ? On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo ? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait ! J'ai rien à justifier. Rien. Il a choisi de trahir. Il a choisi l'or, la compromission. À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça ? À ma conscience. Les rayons et les ombres, c'est la bande-annonce du film de Xavier Giannoli qui est avec nous au studio ce matin, Lynn Toubiana. Oui, alors avant de rentrer dans le vif du sujet et des personnages, eh bien, je dois vous dire que j'adore ce titre qui est magnifique, Les rayons et les ombres, qui est évidemment le titre du recueil de poèmes de Victor Hugo, alors qui est très emblématique du film. Oui, puisque ça évoque d'abord quelque chose de poétique, c'est pas un titre illustratif. Un des enjeux du cinéma, pour moi, c'est d'essayer d'exprimer quelque chose de supérieur d'une situation par les moyens du cinéma. Ça évoque d'abord le projecteur de cinéma, c'est l'histoire d'une actrice, les rayons et les ombres, mais aussi le caractère changeant que peut avoir la vie et la nuance. Dans ce poème, à un moment, Victor Hugo dit « blâmer tous et ne comprendre rien ». Non pas qu'il ne faille pas blâmer ce qui est éminemment blâmable dans le destin des personnages dont je raconte l'histoire. Oui, et comprendre, ce n'est pas excuser. Et comprendre, évidemment, c'est un lieu commun de le dire, ce n'est pas excuser, mais qui ne comprend pas son histoire est condamné à la revivre. Oui. Alors vous avez donc cherché à comprendre ces personnages, Jean, Otto, Corinne, dans leur complexité. Et Jean Dujardin, qui incarne parfaitement ce personnage de Jean Lucher, eh bien, et vient, comme vous l'avez dit, de la gauche pacifiste, et peu à peu, il va partir dans un enchaînement de compromissions pour devenir vraiment un vrai collaborateur. Alors c'est un personnage très complexe, très nuancé, très ambigu, trouble. Oui, la problématique, les questions que ça pose sur la vie, c'est les mêmes, elles sont proches d'illusions perdues, c'est les valeurs à l'épreuve de l'intérêt, qui est une question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à renier des valeurs auxquelles on croit, d'abord par idéologie, par vanité sociale, par opportunisme, par goût de l'argent, par lâcheté et aussi par aveuglement. Donc toutes ces nuances-là traversent, je crois, le regard de Jean Dujardin pendant tout le film. Le goût du luxe, de la luxure. Oui. Et donc, puisqu'on est sur l'antenne de Radio J, on va parler justement de cet antisémitisme. Alors, ce personnage de Jean Lucher, il n'avait pas vraiment de conviction antisémite. Bien au contraire, on ne trouve pas trace dans sa jeunesse d'écrits antisémites, et bien au contraire, il est philosémite, sa belle-mère est une intellectuelle juive qui a écrit des livres importants, il vient d'une dynastie d'universitaires qui sont des humanistes, proches d'Aristide Briand, pour ceux qui connaissent l'histoire,
des humanistes. Il est élevé dans cette culture-là, vraiment. Et puis, évidemment, petit à petit, à cause du mécanisme de la compromission, il va finir par écrire et laisser écrire des choses scandaleuses dans son journal. Il va même aller... Jean Dujardin m'a dit « Ne m'épargne rien. On doit avoir l'honnêteté intellectuelle de ne rien cacher de l'infamie à un moment de sa vie du personnage. » Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il finit par avoir une vie de salaud sans en être un. Et ça m'intéressait... je m'attendais pas à ce que le film soit percuté par notre actualité. Je ne m'attendais pas... moi, je suis né dans les années 70, à ce que l'antisémitisme redevienne un enjeu électoral. Ça me terrifie, j'ai pas du tout été élevé comme ça. Et dans mon film, on voit des gens qui n'ont pas, en tout cas quelqu'un comme Lucher, qui n'a pas de réelle conviction, Dieu merci, antisémite, et qui finit quand même par opportunisme, par suivisme, par lâcheté, écrire des choses terribles dans son journal les Nouveaux Temps, même. Son journal qui était financé par Berlin et Vichy. Hein. Et voilà, donc c'est terrible que son journal ait servi de propagande antisémite criminelle. Oui. Mais le film affronte ça. Vous savez, l'horizon moral du film, c'est un réquisitoire qui est le vrai réquisitoire, évidemment moins long que dans la réalité contre Jean Lucher, et qui se termine par Philippe Torreton. Voilà, et qui se termine par laver la France de cette souillure. Oui. Donc le film, justement, veut regarder cette dérive et montrer de quoi la France a été capable. Et puis, il faut dire aussi que ce Jean Lucher est atteint de la tuberculose. Il y a beaucoup, vous insistez beaucoup sur cette maladie. Enfin bon, il y a beaucoup de scènes où il crache du sang, et sa fille aussi qui hérite malheureusement de cette maladie. Eh bien, on peut penser que cette maladie, elle est un peu métaphorique de la déchéance morale des personnages. Oui, il n'y a pas tant de scènes que ça où il est, mais c'est important, c'est une clé. Oui, ça vous a marqué. Moi, ça m'a marqué. Bien sûr, mais c'est une clé. Mais c'est le réalisme. C'est une clé. D'abord, la tuberculose, c'est 100 000 morts par an à l'époque. On n'a pas de vaccin, on n'a rien. On enferme les gens dans des sanatoriums. Et c'était vraiment, je m'excuse, la maladie de l'époque. Oui. Il y a beaucoup de témoignages qui ont été écrits là-dessus. Et horriblement contagieuse. Très. Et en fait, on voit ce personnage. C'est une clé de compréhension, surtout pas d'excuses. Mais moi, j'essaie de m'approcher du mystère de cette compromission chez cet homme que rien ne prédestinait en fait à ça. Et que le fait d'être malade, peut-être qu'il y a un moment où il s'est dit, bon, foutu pour foutu, voilà. Mais ce n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. La vraie catastrophe est morale et politique. Et son aveuglement également, vous avez eu le parti pris de ne rien montrer des rafles, de la déportation, des images de l'occupation. Je les montre d'autant moins qu'il ne voulait pas les voir. Exactement. Et encore moins en parler. Donc voilà, c'est un point de vue cinématographique. Ils sont dans leur monde. Je pense qu'on ne peut pas imaginer l'obscénité de ces fêtes rue de Lille, l'ambassade nazie, que certains décrivaient comme bohème, donc le contraire de tous les clichés, où il y avait des écrivains, des intellectuels, Drieux-La Rochelle, les acteurs, les actrices à la mode, et on venait manger des petits fours et du caviar au moment où la France crevait de faim. Tout ça dans un entre-soi, et en fait ils étaient dans une bulle d'immoralité, et ça m'intéressait en plus de faire un film où il va être question d'immoralité dans une des périodes de notre histoire où il n'est question que de morale tout le temps. Et il y a quelque chose de l'art cinématographique qui m'intéressait, qui est entre la fascination pour cette immoralité et en même temps, j'espère, je crois, en tout cas c'est ce qu'on me renvoie, qu'on sent que le film n'a aucune complaisance avec tout ça. Absolument. Ouais. Aucune empathie, aucune Vous n'avez complaisance. pas ressenti ça? Pas du tout, non. Pas du tout. Mais vous savez, moi je crois que ce qui fait la différence entre moi, nous, j'imagine, et les barbares, c'est que même chez la personne la plus condamnable, moi je n'oublie pas que c'est un être humain. Ce qui n'empêche pas qu'il ne mérite pas d'être condamné. Je suis viscéralement contre la peine de mort. Lui va être condamné à mort. On le sait dès la première minute du film. Il va être fusillé en 1946 et sa fille va être très durement punie. Alors là, c'est autre chose. Sa fille, elle a été jetée dans la cage au lion de la collaboration, entraînée par un père qu'il aime sincèrement, qui l'aveugle pour se protéger lui, pour la protéger elle. C'est ça que le film explore. Et elle va être condamnée à l'indignité nationale
en 46 aussi. Et on va l'oublier, personne ne connaît le nom de Corinne Luchère, alors qu'elle était une star, vraiment. Avant de parler justement de la relation père-fille, je voudrais mettre l'accent aussi sur l'intervention de Céline, justement, dans cette soirée d'ambassade du Troisième Reich. Elle est terrible, cette virulence de haine antisémite. Mais Céline est un monstre. Il a tenu des propos orduriers, scandaleux, délirants, avec un antisémitisme hystérique, une obsession folle, sur lequel beaucoup de grands céliniens se sont penchés. Je ne prétends pas explorer ça, c'est un des grands mystères de la littérature, mais il est un grand écrivain, il est un inventeur de formes. Donc il y a quelque chose entre la morale et l'esthétique qui est ici brûlant, inflammable, et qui est une question humaine extraordinaire. C'est un sujet de polémique Absolument. Terrible. Qui continue encore. Qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis indigné. Oui. Parce qu'a écrit Louis-Ferdinand Céline, Bien sûr. De grâce, ne croyez pas. Non, on l'a très bien entendu. Voilà, oui. Mais on ne peut pas on peut pas occulter son talent littéraire. Mais on ne peut pas occulter non plus le salaud qu'il a été et qui continue. Et dont les écrits en sont une preuve vibrante. Implacable. Et donc là, on assiste à une scène historique, sourcée, comme disent les historiens, à l'ambassade rue de Lille, où il fait un scandale pendant une de ces soirées très chic, en disant que, tant pis si je spoil, comme on dit aujourd'hui, que il tape sur un verre, il fait taire tout le monde et il dit voilà, j'ai quelque chose de grave à dire. Hitler est mort et c'est un juif qui a pris sa place. Vous imaginez de dire ça à l'ambassade d'Allemagne, la provocation lamentable. Et ce qui est trouble dans tout ça, c'est que l'ambassadeur allemand est indigné lui aussi. Il trouve ça insupportable d'aller dire une telle bêtise en plus. Et il est très sévère d'ailleurs avec Céline. Mais je trouve que c'est vraiment très bien justement que vous ayez fait cette scène-là. Oui, mais on est secoué. Je sais bien mais aussi c'est quelque chose qui moi m'intéresse au cinéma, c'est de pas se baigner dans un bain d'eau tiède qui sent le jasmin. Non, le film n'est pas ça. C'est plutôt glaçant. Moi, j'ai voulu empoigner quelque chose de mon histoire. Je suis français, de notre histoire, et de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cette catastrophe a été possible ? Comment des hommes, des femmes ont pu verser dans cette compromission ? Pourquoi ? Comment ? Alors justement, Corinne, la fille de Jean, elle a suivi son père. Et elle ne cesse de clamer, voilà, je suis innocente. C'est un personnage vraiment à la fois extrêmement attachant, et puis on se rend compte qu'elle n'a aucune volonté, qu'elle suit son père, parce qu'il y a une relation de fascination. D'abord, et d'admiration. Vous avez oublié de dire un élément essentiel. Elle a 16 ans. Oui. Et 18 ans. On ne parle pas d'une jeune étudiante ou militante de 25 ans. Il lui arrive je pense qu'elle est devenue actrice pour que son père la regarde. Oui. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné dans le film. Voilà, et je pense que son père a voulu qu'elle devienne actrice pour la regarder, s'intéresser à elle. C'était ce qu'on appelle un moderne à l'époque. Il croyait pas à l'autorité. Il se pensait que les enfants peuvent se construire eux-mêmes. Enfin, toutes ces fadaises qui sont souvent un masque d'égoïsme. C'était un journaliste parisien et très occupé. Donc elle n'a pas vraiment été moralement structurée. Elle n'a pas eu d'image paternelle. Elle va en trouver une chez ce cinéaste qui va la révéler, qui est un juif ukrainien, qui s'appelle Léonid Moguy, et qui va finir par être une image paternelle sévère, et lui dire d'ailleurs à un moment, quand elle va dire « mais moi je ne savais pas tout ce qui se passait », et il va lui dire « mais qu'est-ce que tu as fait pour savoir ?» Et il a raison de lui parler comme ça. Et en même temps, je ne peux pas avoir l'inhumanité, l'indécence d'aller reprocher à une fille de 16-18 ans amoureuse, je mets toutes les guillemets du monde, de son père, qui est un type brillant, intelligent, généreux, qu'elle voit toute la journée rendre des services à tout le monde. Voilà, ce n'est pas rien de détester son père, quel qu'il soit. Et c'est un des enjeux du film. Elle se débat avec quelque chose. D'ailleurs, il lui a refilé sa maladie. Et il y a ce rapport complexe, fort, émouvant, je crois, entre ces deux êtres qui tous les deux partent à la dérive dans cette époque qui est un chaos historique, moral incroyable. Il faut dire aussi que ce personnage est parfaitement interprété par Nastia Golubeva. Comment l'avez-vous trouvé, cette actrice qui est relativement inconnue ? Elle est totalement inconnue.
Pour le dire simplement, c'est pas une actrice pour moi, c'est un miracle. Quand je l'ai vue elle est stupéfiante. Aux essais, je me suis dit, on va voir une grande actrice se révéler dans le rôle d'une jeune femme qui devient actrice. Donc il y avait un vertige. Elle a tout, la dignité, le secret, l'émotion. Elle est écorchée, elle est perdue, elle est troublée. Et elle dit une phrase très importante au début, et c'est ce voyage que je propose de faire aux spectateurs. Elle dit, je vais essayer de comprendre. Et elle se débat avec cet amour paternel pour cet homme, cet amour pour cet homme dont elle a compris, ou elle a fini par comprendre que bien évidemment, elle a grandi dans une bulle d'illusions. Je retrouve le thème aussi d'illusions perdues. C'est Jean Luchaire, c'est les illusions perdues du pacifisme qui se perdent dans l'intérêt personnel. Et elle, il y a quelque chose d'une admiration pour son père à l'épreuve d'une situation qu'elle peut voir, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle n'arrive pas à voir. Et elle est malade, elle va en sanatorium. Et d'ailleurs, elle dit à un moment, vous savez, quand on est là-bas, on pensait à notre prochaine ponction lombaire, on pensait à la fièvre, on pensait pas à la guerre. Ça vous choque ? C'est comme ça. Oui. Alors justement, vous évoquez les illusions perdues. Eh bien, vous retrouvez dans ce film un de vos thèmes favoris, à savoir le pouvoir de la presse et de la responsabilité morale. On en a parlé tout à l'heure. Et ça rentre terriblement en résonance avec l'actualité. Oui, j'ai aussi voulu montrer à l'œuvre une certaine élite médiatique dans le film. Jean Luchaire, c'est un homme de médias, on dirait aujourd'hui. Il va être, imaginez, le patron de la presse pendant toute la collaboration. Et ce qu'on ne sait pas, puisque moi je suis très attaché à la dimension documentaire des films, c'est que cet homme Otto Abetz, qui est effrayant et en même temps fascinant, un francophile qui parle français, qui est ami avec les écrivains, avec les artistes, il va organiser un lent glissement pour endormir la conscience politique des Français à travers des journaux qui ont l'air d'être un débat politique, alors que tout le monde est censuré. Évidemment, tout ça n'est qu'une illusion. Pour amener la France à collaborer et à ne pas se battre. Et ça ne va pas marcher, puisqu'il ne faut pas non plus avoir l'indécence de dire que toute la population française a été collabo. C'est une infime partie de la société française. Et de la même façon que les résistants à l'époque, sont une infime partie. La plupart des gens étaient indignés. D'ailleurs, il y a plein de témoignages. Ils souffraient de voir l'étoile jaune, ils souffraient de voir les lois anti-juives. Maintenant, c'est la guerre. Tout ça est une situation abominable, terrifiante. Mais il y a eu des grandes voix. On le voit dans le film. D'ailleurs, il est quitté par des journalistes qui sont ses amis. Mais imaginez le paradoxe de cet homme. Il va avoir comme secrétaire à un moment la jeune Simone Signoret, Suzanne Kaminker, dont le père est juif. Et au procès de Jean Luchaire, le père de Simone Signoret va essayer de défendre Jean Luchaire en disant « mais cet homme n'était pas un antisémite viscéral ». Et pourtant, moi, j'ai des articles dans son journal qui sont à vomir. Qu'est-ce que c'est que ces hommes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est possible d'en arriver là ? Alors il y a aussi ce discours vibrant de l'avocat général, qui est interprété par Philippe Torreton et qui est une sorte de rappel de la vérité historique. Il est un rappel à l'ordre moral. Il dit au spectateur, parce que j'ai tout à fait conscience de jouer avec le feu, je n'ai absolument pas envie d'être hypocrite, quand on suit la vie de deux personnages sur cette longueur de film, évidemment on finit par... Le mot est très compliqué. On n'a pas un attachement, mais à tout le moins, on a un intérêt. En tout cas, c'est ce qu'on me renvoie de tous les gens qui ont vu le film. Et à la fin, pour prendre un exemple, on voit Jean Luchaire rendre des services, obtenir des Ausweis pour aider des familles juives, pour aider... Voilà, il y a évidemment beaucoup de collabos ont fait ça. Mais le procureur, à la fin, dit « Ah oui, la fameuse morale des petits services ». Oui. On obtient un Ausweis et on laisse des saloperies s'écrire. Et il dit cette phrase essentielle, les mots des salauds arment les bras des imbéciles. Donc en fait, on voit ce personnage de Jean Luchaire qui s'invente toujours une raison d'esquiver les miroirs qu'on lui tend, parce qu'il est entouré de gens qui lui disent, mais à commencer par son père, qui lui disent, mais regarde ce que tu es en train de devenir. Et il s'invente toujours un pas de côté. Et ça, c'était très intéressant à filmer, et Dujardin le fait génialement, je trouve. Il faut aussi souligner le caractère vraiment magnifique et spectaculaire de votre mise en scène, la très belle photo de Christophe Bocarne, la reconstitution de cette époque, les décors sont extraordinaires. Voilà, alors
On vous remercie, Xavier Giannoli. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Radio J, c'est un film magistral, On va y courir. courageux et Voilà. j'encourage les auditeurs. Les rayons et les ombres qui sort aujourd'hui. Il nous reste très peu de temps. On va peut-être juste parler un petit peu du festival du cinéma israélien de Paris. Alors, on a vu le film d'ouverture, Lise. Qui m'a Burning énormément Man. touchée. Voilà. On était tous très bouleversés à la fin. Alphon avec Shaya Vivi. Oui. Hier, j'ai vu le film Dead Language de Brésis et Binoun avec Sarah Adler, cette actrice qu'on aime beaucoup. Ça, c'est une histoire très universelle sur le désir féminin et le couple. Et puis, je voudrais dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, à 17h15, a lieu le film, est projeté le film L'énigme de Monsieur Chouchani. Ah oui, qu'il faut absolument voir. Que j'ai projeté dans mon festival du cinéma israélien à Cannes. C'est donc un film de Michael Grispan. Et Monsieur Chouchani, c'est un être insaisissable, un génie fou. C'était le maître d'Elie Wiesel et d'Emmanuel Lévinas. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, il faut vraiment courir voir ce documentaire qui est magnifique. Eh bien, voilà, on va se retrouver certainement au festival ce week-end et Hélène Schumann sera avec moi demain matin pour nous parler des films qu'il nous reste à voir. Mais en attendant, Monsieur Chouchani, cet après-midi à 17h15. Voilà, vous y serez ? Non, parce que je l'ai déjà vu. Ah bah oui, bien sûr. Suis-je bête? Vous l'avez bien sûr programmé, donc vous connaissez le film. L'affiche rouge, un mot très vite, on n'a pas le temps. D'Arthur Teboul, le feu Chatterton. Voilà, on va entendre la voix de Teboul qui est magnifique. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Voilà. L'affiche rouge, Arthur Teboul, ça illustre parfaitement les rayons et les ombres de Xavier Giannoli, qui est toujours avec nous d'ailleurs. Merci d'être resté. Il est où ce festival du cinéma israélien? Alors au Majestic Passy. Merci voilà. de le préciser. Oui, parce que vous avez raison. On en a tellement parlé que pour nous c'est évident, mais c'est au cinéma le Majestic Passy. Voilà. Merci beaucoup. Vos noms sont difficiles. La semaine prochaine, même heure, même studio. Merci, au revoir. Au revoir. Il cherchait un effet de peur sur les passants.